On m'informe dans l'oreillette qu'une news vient de tomber, Bernard Cazeneuve se prépare lui aussi. On se retrouve sur ma chaîne Twitch les prochains jours, je vous expliquerai qui est Bernard Cazeneuve. Ils sont là à réfléchir, attendez, parce que du coup, mon bouquin, il est dans le fond Grasset. Je voudrais plus que Bolloré puisse exploiter mon bouquin. Je dis, mais hé les cocos, ça fait 3 ans qu'il a racheté Grasset. On a créé une cagnotte Ulule dédiée, spécifiquement destinée à financer des émissions pour la fin de la saison. En fonction de ce qu'on récoltera, on fera 1, 2, 3, 4 émissions. Tout est envisageable, ça dépendra de votre soutien. C'est grâce à vous qu'on fait Backseat, je vous le rappelle, et là on a besoin de vous. Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle et ça y est, le bal des prétendants est ouvert. Tout le monde y va de son bouquin. On en a parlé, Gabriel Attal, Bruno Le Maire qui sort également un bouquin aujourd'hui. Demain, c'est Boris Vallaud qui sort un livre sur la démarchandisation. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le paysage politique ? On a Bruno Retailleau qui a été investi par les militants de son parti, les Républicains. On a François Hollande qui nous a annoncé qu'il se préparait à être prêt. Et on a le PS, ils ont fait original, ils n'ont pas de candidat ni de procédure pour déclarer un candidat, mais ils ont déjà un bout de programme. Bon, ils ont un paquet de candidats quand même. Justement, ils en ont trop, mais ils ne savent pas encore lequel. Voilà, ils n'ont pas encore investi de candidat, mais ils ont déjà un programme. Comment vous la sentez, cette période-là dans laquelle on est, celle qui va nous emmener d'ici à la trêve estivale ? On est en pré-campagne. Moi, je vous le dis clairement, pour moi, on est déjà rentré en campagne présidentielle. On est dans ce moment un peu bizarre où ça n'a pas encore trop besoin d'être sérieux, d'être candidat. T'as pas encore de structure de pognon, t'as pas encore besoin d'avoir des programmes complets chiffrés, t'as pas besoin d'avoir des infrastructures militantes. T'es un peu au moment où tu peux y aller de ton petit livre, tu peux y aller de ta déclaration de candidature, etc. Et tu vois ce qu'il prend, quoi. Et on verra bien. Et les sondages, évidemment, le but du jeu, c'est d'être testé dans les sondages. Et si possible, d'être bien placé dans les sondages. Et qu'on parle de toi à Backseat, quoi. Est-ce que c'est pas trop tôt, déjà, là, pour commencer à parler? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Enfin, ça reste encore assez flou, comme Rachel vient de le dire, en plus, notamment du côté du PS. Beaucoup de gens qui s'avancent, mais à la fin, in fine, il y aura un candidat. Ou alors... Rachel, est-ce qu'on peut dire... C'est encore trop flou. Est-ce qu'on peut dire que pour exister dans la vie politique française, il faut d'une manière ou d'une autre être candidat à l'élection présidentielle? Moi, je crois que c'est ça qu'on voit encore plus cette année, peut-être que les années précédentes, c'est qu'effectivement, on est entré dans un système politico-médiatique un peu fou, où il faut absolument être invité dans les matinales ou dans les milliers de cases d'interviews des chaînes info. Et en fait, sur Backseat, mais à la rigueur, sur Backseat, c'est plutôt plus original qu'ailleurs. Je dis pas ça parce que... Non, mais t'as raison. Et en fait, pour être crédible auprès des programmateurs et des programmatrices, au fond, il faut être candidat à la présidentielle ou possiblement candidat à l'élection présidentielle. Faut pas évacuer l'hypothèse. On est au-delà de la candidature de témoignage qui a malgré tout un peu toujours existé sous la Ve République, des gens qui savent qu'ils vont pas être élus président de la République, mais qui sont quand même là pour porter un message. Là, on est bien avant ça, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de se placer dans quelque chose et on est encore beaucoup plus tôt. C'est intéressant ce que tu dis. Fin janvier, c'est quand même Jérôme Gage qui s'est déclaré candidat, quoi. Enfin, voilà. Tu dis qu'il y en a qui font planer le doute ou font des espèces d'annonces un peu nulles juste pour exister, être invité, et qu'il y a une offre parce qu'il y a une demande dans les médias et que la demande, c'est qu'on veut des candidats potentiels, on veut pas des seconds couteaux. Résultat, on se retrouve avec plein de candidats second couteau. Exactement. Ça explique aussi peut-être pourquoi on a autant de phrases chocs, en fait, pour marquer les esprits dès le début, peut-être aussi d'essayer de sortir de tout cette grosse tambouille qui commence un peu à s'agiter, un peu comme si on avait le début de la course et tout le monde qui se bouscule et il va falloir captiver l'attention des... De fait, vous avez besoin de montrer très vite que vous êtes plus crédible ou plus haut dans les sondages que les autres. Donc, ça pousse à faire un peu tout et n'importe quoi. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de maintenant, il va y avoir un écrémage. Ça va s'écrémer. Exactement. Plus ou moins naturellement, plus ou moins conflictuellement. Parfois, l'écrémage est organisé. On peut appeler ça une primaire, par exemple. On peut appeler ça un processus de départage. Voilà. Parfois, l'écrémage, il est plus brutal. Ça peut être parce que tu n'as pas 500 signatures. Ça peut être parce que tu es ridiculement bas dans les sondages. Ça n'a pas gêné Hidalgo. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y en a, ça les empêche pas. Je me demande si on va pas avoir un processus qui ressemble peut-être plus encore
aux primaires américaines, en fait, parce que les primaires telles qu'on les a fait en France, au fond, c'est une élection avant l'élection, c'est un jour, il y a 10 candidats, à la fin, il ne reste plus qu'un. Bon, ça se passe en 1 ou 2 tours, mais enfin, ça se passe en une semaine, quoi. La primaire américaine, certes, vous avez des rendez-vous de vote étalés entre janvier et juin, mais globalement, a priori, à la moitié du chemin, on connaît quand même déjà des candidats. Mais en fait, ça commence bien avant. C'est feuilletonné, quoi. C'est feuilletonné, ça commence bien avant, ça commence souvent au lendemain des midterms précédentes, c'est-à-dire à quasiment 1 an et demi, enfin 2 ans avant l'élection générale. Et en fait, la primaire, elle est liée au sondage. Il y a bien des gens qui vont se déclarer, qui vont se retirer avant même le premier tour d'une primaire. Ça va être la capacité à récupérer de l'argent aussi. Et j'ai l'impression que là, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que, mais sauf que c'est une primaire qui va se faire que via les sondages, puisque visiblement tout le monde a l'air de rejeter l'idée de devoir voter un jour pour choisir des candidats, ce qui est, soit dit en passant, une manière assez commune en Europe de désigner des candidats à des élections. Mais bon, a priori en France, ça ne prend pas. Mais voilà, on va s'en remettre au sondage. Et je dis ça alors que moi, je suis plutôt pro-sondage. Mais il me semble que pour désigner des candidats, il faudrait quand même quelque chose d'un petit peu plus solide que ça. Mais j'ai l'impression qu'on y va tout droit. Les processus de primaire ont du plomb dans l'aile, que ce soit celle du côté de la droite ou celle du côté de la gauche, en partie parce que beaucoup de candidats n'y croient pas et ne veulent pas y participer. Ils n'y croient pas. Non, c'est pas qu'ils n'y croient pas. C'est parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas la gagner. Non, c'est complètement différent. Non, mais t'as raison, c'est l'autre manière de le dire. Non, mais t'as raison, effectivement. Du côté de la gauche, je vois que dans le chat, il y en a qui fustigent la gauche la plus bête du monde. La plus belle. La plus belle du monde, bien sûr. Non, mais là aussi, on est à 1 an d'une présidentielle, il y a beaucoup d'ambitions qui se déclarent. Rien de nouveau sous le soleil. Voilà, déjà la gauche n'a jamais été totalement unie au premier tour à une élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon avait même théorisé en 74. Jean-Luc Mélenchon avait même théorisé le fait que c'était pas grave que la gauche soit pas unie au premier tour, qu'il y a toujours plusieurs candidats de gauche et c'est pas le bout du monde. Et je suis d'accord avec lui. Et puis par ailleurs, il y a encore des processus qui doivent avoir lieu, que ce soit des désignations de candidats, que ce soit la primaire même si moi j'y crois plus à cette primaire. Mais non, oui, ça prend pas. Franchement, ça prend pas ce truc. La gauche la plus gaise du monde aussi, on pourrait dire. Là, vraiment, la primaire, ils ont essayé. Ruffin s'est lancé, il a fait un premier meeting d'ailleurs à Lyon. Non, il le fait samedi là. Ah voilà, il va faire un premier meeting. C'est que j'ai vu les affiches, je me suis dit c'est déjà passé. Il a fait sa petite vidéo gênante là, moi président, où il parle directement à un buste de Marianne. Nous président. Nous. C'est ça le truc. Putain, tu vois, je suis pas dans la méta Ruffin. J'ai pas imprimé tout quoi. Marine Tondelier a annoncé qu'elle était enceinte. C'est surtout on avance bien. C'est surtout du côté du Parti socialiste qu'il y a un énorme point d'interrogation sur la suite de l'ambition d'Olivier Faure que le parti participe à la primaire. Ça doit être rangé normalement par les candidats. C'est parce que Boris Vallaud a retourné sa veste. Mais Boris Vallaud, il a commencé à faire un petit club avec Glucksmann et Cazeneuve. Jadot. Voilà, c'est pareil. Et avec plutôt ceux plus à droite, quoi, y compris la présidente d'Occitanie et tout, est dans le club et tout. Donc l'idée, c'est un peu de nous dire, de toute façon, Glucksmann a dit il y aura un candidat anti-Mélenchon, mais du côté de Faure, on dit aussi qu'il faut qu'il y ait un candidat de la gauche non mélenchoniste. Donc tout le monde est d'accord, mais ça risque de pas être le même. Il risque d'y en avoir 2 des candidats de la gauche anti-Mélenchon. Et d'autant que être anti-Mélenchon, c'est pas une identité politique. Non. Franchement, ça suffit pas à exister. C'est pas un programme, c'est pas une idée, c'est pas une ambition, c'est pas une énergie, c'est pas une dynamique. Non, c'est juste un positionnement relatif. Mais bon, c'est un positionnement. Il va vraiment falloir que ces candidats, s'ils veulent exister dans cette campagne, proposent autre chose que le non-mélenchonisme. Je pense. Oui, ça c'est certain, c'est une évidence. Et comment dire, le non-mélenchonisme, c'est toujours parler de Mélenchon finalement d'une certaine manière. Et il est ravi de ça. Il est ravi de ça. D'ailleurs, il le dit lui-même, il n'est pas mélenchoniste non plus, donc il pourrait être inclus dans la gauche non-mélenchoniste. Voilà. Toi, tu étais, Rachel, à la présentation du programme du Parti socialiste. Tout à fait. T'en as pensé quoi ? Moi, j'ai trouvé ça pas révolutionnaire pour un sou, mais en même temps, je m'attendais pas à ça non plus. Alors, j'irai pas jusque-là non plus. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une petite révolution dans les mots quand même au Parti socialiste, c'est-à-dire qu'on peut reparler. Alors c'est un contexte, c'est un pré-projet. En fait, il doit être encore validé par les militants, il peut être encore un peu amendé. On n'imagine pas qu'a priori ça ressemble à totalement autre chose dans 2 mois. Mais voilà, c'est un programme, un projet où on reparle de nationalisation, où on parle de. C'est juste les autoroutes, si j'ai bien compris. Oui. Non, attends, j'ai pas dit. Laisse-moi finir
ma c'est à la fin de la concession, donc c'est une nationalisation cool. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On parle de planification, on parle d'impôts, ça, a priori, la gauche en parlait tout le temps, mais il y a des gros mots de gauche qui refont leur apparition dans le projet du Parti socialiste. Et même quelques concepts issus de la France insoumise. Genre, il y a quand même la planification de la bifurcation écologique. C'est vraiment le bréviaire mélenchoniste. D'ailleurs, on voit bien même Macron l'avait repris. Même Macron l'avait repris. On voit bien d'ailleurs une légère gêne, hein, pas grand-chose non plus du côté des insoumis. Est-ce que vous pouvez pas en même temps dire c'est nul et vous nous copiez? Il note quand même que derrière les mots, il y a quand même aussi une critique de la social-démocratie. C'est pas inintéressant. Clairement, surtout vis-à-vis de François Hollande, qui s'en revendique encore. Tout à fait. Mais la France insoumise note que derrière les grands mots, il y a quand même des mesures. Il y a quand même 600 mesures qui sont pas tout à fait à la hauteur des mots, des têtes de chapitre, quoi, si vous voulez. Donc, mais surtout, mais d'une certaine manière, je pense pas que ce soit tellement ça encore le problème à la rigueur, c'est que malgré tout, le Parti socialiste fait un travail programmatique, critiquable sur bien des aspects évidemment, mais en fait, on a l'impression qu'il n'engage personne. Comme d'habitude, le Parti socialiste tente d'écrire un projet, mais son candidat considère que la présidentielle, c'est autre chose et ça ne l'engage pas. Alors, il reprend des trucs dedans, parce que c'est quand même globalement la même chose, ces gens-là, mais il va pouvoir piocher dedans, puis sur certaines autres choses, pouvoir dire autre chose, et c'est un peu toujours pareil. C'était le cas avec Anne Hidalgo, c'était le cas avec Hollande aussi, qui n'était pas comptable de l'accord avec les écolos à l'époque. Hollande, il était issu d'un processus de primaire, ce qui est quand même une autre manière de faire émerger. Oui, mais en fait, tout ça, ça permet de faire un sort. On entend un truc à gauche, pas qu'à gauche, de dire toujours « Oh là là, mais non, attendez, il faut faire le projet avant le candidat ». Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et je veux dire, ça n'a pas de sens dans la Ve République et ça n'a pas de sens même dans d'autres systèmes politiques. La vérité, c'est qu'une candidature aux élections, que ce soit une présidentielle ou quand vous êtes le chef de parti à des élections législatives parlementaires dans d'autres pays, en fait, c'est une incarnation et un projet à coller. En fait, ce n'est pas détachable, sinon, en fait, c'est artificiel. Moi, je trouve que cette formule... Surtout s'il y a une primaire. Surtout s'il y a une primaire. Moi, je trouve cette formule de « Oh là là, le programme avant le candidat », c'est vraiment la phrase des gens qui n'ont pas de candidat, en fait, qui ne savent pas quoi faire d'autre, en vérité. Non, mais c'est vrai, moi, je suis frappé par ça. Non, c'est pas vrai, parce que les mélenchonistes le disent. Hein. Nous, c'est le programme, et eux, ils ont un candidat. Alors non, officiellement pas encore. On va voir. Non, mais on s'en doute. Non, mais évidemment, tout le monde s'en doute, et eux les premiers. Ça paraît difficile d'imaginer, parce qu'il y a quand même, quand on parle de la gauche, on peut parler de sa division pendant des heures, mais il faut quand même parler de sa faiblesse. Ah ouais, bien sûr. Parce que moi, je suis d'accord avec Mélenchon quand il dit c'est pas si grave d'avoir plusieurs candidats de gauche au premier tour. Même, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux quand vous avez un candidat écologiste qui draine les gens qui préfèrent voter écologiste, quand vous avez un candidat de gauche radical qui draine les gens qui veulent quelque chose de plus radical, et que vous avez un candidat plus modéré qui draine les gens qui veulent quelque chose de plus modéré et qui se réunissent au second tour. Le problème, c'est que quand la gauche fait 40 ou 45%, c'est tout à fait possible. Quand elle fait entre 30 et 33%, comme elle fait constamment, presque sans exception depuis plus de 10 ans, ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose dans ces divisions et ces oppositions à gauche. Namou, tu vas nous en parler. En Seine-Saint-Denis, il y a eu un duel entre Karim Bouamrane, le maire socialiste de Saint-Ouen, et Bali Bagayoko, le nouveau maire LFI de Saint-Denis-Pierrefitte, qui était venu sur le plateau de Baxit après son élection. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils se sont affrontés? Ils se sont affrontés pour la présidence de la Plaine Commune, qui est en fait... l'intercommunalité, quoi. C'est ça, une intercommunalité qui regroupe quand même... 450 000 habitants qui vivent à Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, l'île Saint-Denis, la Courneuve, Saint-Denis, Pierrefitte, Saint-Ouen, Stein et Villetaneuse. Donc c'est pas rien. Et en fait, j'ai l'impression que la guerre en fait des gauches, on dirait que ça se crispe sur ce territoire qui est un territoire quand même très important et qui aussi, enfin surtout cette intercommunalité, ça va permettre en fait de travailler sur beaucoup de sujets très essentiels qui vont revenir pendant la présidentielle justement. Et j'ai l'impression que c'est aussi une élection qui permet à Bali Bagayoko de se positionner comme étant vraiment la nouvelle un peu coqueluche de la gauche et aussi d'avoir des soutiens
dans ces mairies-là en Seine-Saint-Denis. Est-ce que Karim Bouamrane, il a essayé de... Enfin, je veux dire, moi, j'avais l'impression que c'était un peu désespéré de la part de Karim Bouamrane de tenter le coup. Oui. D'autant qu'à partir du moment où les communistes ont décidé de soutenir leur ancien membre du parti, c'est-à-dire Bali Bagayoko. Mais est-ce que Karim Bouamrane, il essaye de se positionner pour redevenir ce qu'il a été un temps, c'est-à-dire une personne enviée? Surtout là, avec cette élection, on voit que la stratégie de diaboliser constamment LFI, ça n'a pas marché. Et donc, on le voit un peu en train de ruminer et de dire que oui, ça s'est joué à quelques voix, tout ça. Mais le problème, c'est que cette élection, s'il l'avait gagnée, Karim Bouamrane, ça lui permettait aussi de pouvoir composer et renforcer en fait ses soutiens au niveau local. Et ça, c'est toujours utile quand on veut potentiellement se présenter aux élections présidentielles et en tout cas espérer avoir des parrainages. Et là, je pense que là, déjà, ça accroche pas, là. J'ai vu qu'il semait de fou, il avait un somme de malade et il comptait, il était en train d'étudier les voies légales pour faire sortir Saint-Ouen de l'Interco. Non, mais c'est... Le niveau de somme. Il y a pas. Non, surtout, moi, ce que je trouve dingue, c'est que c'est une grosse victoire pour Bali Bagayoko, mais le maire de la commune la plus peuplée d'une intercommunalité est devenu président de l'intercommunalité. C'est ce qui se passe dans la plupart des intercommunalités. Il ne faut pas tomber de sa chaise. Voilà, il ne faut pas tomber de sa chaise non plus. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a François Hollande qui est en train de se positionner pour l'élection présidentielle. Il a accordé un grand entretien à Marianne dans lequel il explique qu'il se prépare. Oh la rose. Oh là là là. Avec la rose socialiste évidemment entre les mains et le regard un peu perdu. Regardez-moi. Bon, pourquoi pas. Non, mais blague à part. Ça fait tellement 20e siècle. Vraie question, est-ce qu'il a un espace politique, François Hollande? Est-ce que la social-démocratie, ça existe vraiment? Et si oui, est-ce que c'est pas un peu bouché comme espace? Oui, c'est bouché parce qu'il y a plein de gens qui veulent le représenter, mais c'est pas vrai qu'il y aura 4 candidats sociodémocrates à l'élection présidentielle. Non, moi je trouve, et ça va avoir l'air d'une blague, mais je pense que c'est une réalité. Je pense que c'est la tactique Jean-Claude Duss, c'est-à-dire oublie que t'as aucune chance, fonce. Mais je m'explique, c'est-à-dire que il a à peu près aucune chance d'être le candidat du Parti socialiste François Hollande. Sa principale chance, c'est d'y croire à fond, de jouer le coup à fond. Et si jamais, on ne peut pas tout à fait l'exclure, ils sont vraiment toujours pas organisés fin 2026, début 2027. Et imaginons même qu'il y a une très très grave crise internationale à ce moment-là, qui fait qu'on se dit, tiens, il nous faudrait quelqu'un qui peut-être connaît le poste éventuellement. Bon, admettons. Sur un malentendu, ça peut passer. En fait, je pense qu'il y a vraiment de ça chez François Hollande. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ajouterais un truc, c'est que François Hollande, c'est pas le dernier. Au Parti socialiste, il a été à la tête du parti, il a été à la tête du groupe, il a été à la tête de l'État, c'est un des meilleurs tacticiens de l'interne au Parti socialiste. Il a déjà, alors il a perdu, il s'est quand même pris des tôles, évidemment, il s'est quand même pris des tôles, il a perdu le parti, mais après avoir perdu le parti, je vous rappelle que dans le genre vas-y, t'as aucune chance, c'est l'occasion, il a quand même remporté la primaire en 2011 contre tous les pronostics. François Hollande, contre tous les pronostics, jusqu'à ce que DSK sorte de route. Et là, il est devenu quand même, sinon le favori, en tout cas l'un des 2 favoris avec Martine Aubry. Quand même. Il n'est pas sorti de nulle part, François Hollande. C'est le récit qu'il veut inculquer sur le monsieur 3%, alors qu'il n'a jamais été à 3% dans des intentions de vote, c'est pas vrai. Oui, mais ça n'avait rien d'évident. Qu'il perde face à Martine Aubry. Martine Aubry, souvenons-nous, elle se déclare très tard, elle n'était pas prévue pour faire ça. Non, il essaye de créer ce truc de... Elle travaille moins bien les journalistes aussi. Voilà. Martine Aubry, il essaye de créer ce évident. truc du candidat qui sort de nulle part, mais il était certes pas favori avant que DSK sorte de route, mais c'est pas vrai, c'est pas ça du tout l'histoire de 2011. Les autres, vous en pensez quoi? Non, je sais pas. En fait, je suis très très curieux de ce que ça peut donner parce qu'il a déjà réussi une fois à le faire. Est-ce qu'il réussira une deuxième fois? Mais non, c'est finito. En plus, il l'a fait sur un malentendu. Enfin, sur un vrai malentendu, c'est-à-dire que... Sur l'anti-sarkozysme. Non, mais alors oui, il y avait Sarkozy avant, mais surtout, il y avait une demande de... C'est Vincent Tibéri qui étudie au long cours quelles sont les attentes de redistribution, et tu peux étudier ça au long cours et voir à quel moment, il y a vraiment des moments où les gens veulent plus de redistribution. Il y a des pics, et puis ça redescend, il y a des moments où on est plus individualiste, on y croit moins. C'était un pic de malade, après Sarkozy, après le bling-bling, après beaucoup d'années de présidence de droite, quand même.
Hein, et il y avait une grosse attente dans le peuple de gauche de redistribution. Il fait l'arnaque de la finance et de je sais pas quoi. Mon ennemi, c'est la finance. C'est un malentendu. C'est un grand malentendu entre le peuple français qui croyait que la gauche, ça pouvait... Il faut rappeler qu'à ce moment-là, la dernière expérience de gauche, c'était Jospin et les 35 heures. Ouais. Hollande a fait le truc le plus de droite que n'a jamais fait la gauche, d'habitude. D'habitude, il y a au moins quelques marqueurs, quelques trucs. Lui, il n'y a rien. Il y a le mariage pour tous, point barre. Voilà. Et il n'y a pas d'avancée sociale majeure, comment il y avait sous Jospin, quoi. Donc, il faudrait limite qu'il fasse un rebranding, mais genre de fou. Et encore, mais enfin... Il faudrait qu'il reperde du poids. Et puis surtout, non, mais, il faut revenir sur un truc fondamental, c'est que, pour appuyer ce que dit Usul, moi, ma passion dans la vie, c'est quand même les résultats électoraux. Il s'est passé quelque chose de dramatique dans la longue histoire de la gauche sous François Hollande. Bien sûr. La courbe, on a beaucoup parlé de la courbe du chômage, mais la courbe des votes de gauche, elle s'est effondrée sous François Hollande. Parce qu'elle a bénéficié à Macron. Et le parti s'est effondré. Il y avait une grosse structure du Parti socialiste qui n'existe presque plus aujourd'hui. Donc, et tout ça, c'est pas venu par hasard. C'est aussi quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Je trouve que moi, je croise encore des gens qui me disent il faudrait quand même un peu revisiter le bilan de François Hollande. Mais regardez le résultat quand même. Une défaite aussi majeure que ça, c'est pire que 93, c'est pire que 68. C'est une disparition. Enfin, et ça a duré 5 ans qui sont allés crescendo pour les avoir vécus. C'est-à-dire qu'à un moment... Tu dis ça comme si c'était il y a 50 ans. Oui, non, mais parce que justement, en plus, il faut prendre en compte le fait qu'il y a eu la loi travail. Et la loi travail a remis beaucoup de gens dans la rue contre un gouvernement de gauche qui n'est quand même pas rien, sur des mesures d'assouplissement du code du travail, de je sais pas quoi. Enfin, vraiment un truc. Tu rajoutes à ça le CICE, enfin, vraiment des marqueurs de droite très forts. Et plein de gens qui n'avaient pas forcément manifesté jusque-là il y a une cohorte générationnelle qui a fait ses premières manifs contre ce gars-là, quoi. Et qui ensuite... aussi, voilà. Ouais. Et c'est allé crescendo, c'est-à-dire pas un moment, bam, Valls Premier ministre, il n'y a plus Frangé-en-Bresse, là, tout ça, là, ça dégage, les Montebourg, les Hamon, il y a les frondeurs, et puis lui... mais le fait qu'il y ait une génération de gauche qui en veuille à Hollande, je suis complètement d'accord avec toi, et ça risque d'enterrer définitivement ses ambitions présidentielles si d'aventure il était sérieux dans son idée d'y retourner. Du côté de la droite, on a Bruno Retailleau qui a été désigné candidat des Républicains pour 2027 à l'occasion d'un vote des militants. Il veut séduire les électeurs avec sa radicalité raisonnable, à mettre entre guillemets. C'est le thème qu'il met en avant. Invité sur LCI lundi, il a dit vouloir mettre au banc des nations européennes l'Espagne et rétablir les contrôles aux frontières entre la France et l'Espagne à cause de Pedro Sánchez, le premier ministre espagnol socialiste qui veut régulariser un demi-million de sans-papiers pour soutenir l'économie espagnole. Est-ce que Bruno Retailleau a des chances de redonner un espace politique aux Républicains complètement écrasé entre le Rassemblement national et la Macronie? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais qu'il a eu une chance à un moment donné. Il y a eu un petit moment Retailleau quand même quand il est devenu ministre de l'Intérieur, avec des bons résultats de LR dans des partiels, des bons résultats de LR dans des sondages qu'ils n'avaient pas eu depuis bien longtemps. J'ai l'impression qu'il a quand même pas mal perdu sa hype avec son départ quand même franchement piteux du gouvernement à l'automne dernier. Je pense qu'il sera dans la compétition à droite et au centre qui va se faire, parce que moi, je pense que ces deux électorats-là, ils sont globalement très fusionnés désormais, et que si les appareils ne s'entendent pas, je pense que, comme les électeurs de gauche en 2022, les électeurs de droite et du centre, ils feront leur vote utile pour être sûr d'avoir un candidat au second tour. Retailleau sera là-dedans. Est-ce que ça peut marcher? Là, à cette heure, j'ai quelques doutes. Il parle pas énormément d'économie, c'est vraiment, lui, c'est marqueur identitaire. Sécurité, immigration, voilà. Mais parce que l'économie a été vampirisée par le macronisme. Toute la droite pro-business, toute la droite du travail, toute la droite de l'effort, etc., elle est plutôt allée vers Emmanuel Macron. Il essaie de Après, il y a Wauquiez qui essaie de lutter contre l'assistanat, qui essaie de remettre la France au travail, comme on disait à l'époque de Sarkozy, ou qu'on a toujours dit à droite. Mais du coup, on se demande ce qui différencie un Bruno Retailleau d'un Éric Ciotti, parce que au niveau de ce qui matraque sans cesse, ça va être toujours autour des questions de l'immigration, le repli, toutes ces questions qui sont
à droite extrême, voire l'extrême droite. Quoi. Donc, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est un peu le souci, c'est-à-dire que s'il n'a doublons, pas à fond sur l'immigration, l'identité, en fait, on peut se demander, mais qu'est-ce qui va le différencier de Gabriel Attal, par exemple ? Et c'est pas en disant raisonnable que ça va changer quelque chose. Et s'il va à fond sur l'immigration, mais qu'est-ce qui le différencie d'Éric Ciotti ? Vous avez compris, radicalité raisonnable, c'est avec moi, ce sera le RN, mais ce sera pas le RN parce qu'on est les Républicains. Parce qu'on n'est pas les zinzins, nous voilà, on est les Républicains. Et ça fait penser à quand Bolloré, le projet d'union des droites de Bolloré, c'était précisément cette idée de dire il faut des gens de droite sérieuses pour l'économie et sans doute des gens du RN pour tout ce qui est identitaire, pour exciter les gens sur la sécurité et l'identitaire. Il faudrait qu'il y ait les deux. Et lui, il arrive et disait moi, je peux être les deux. Voilà, c'est ce qu'il propose. Et donc, ce sera la radicalité, mais sérieuse. Attention, j'ai des petites lunettes. Voilà. Attention, Bardella peut mettre des petites lunettes. Il l'a déjà fait. Il n'est pas avec une princesse, d'ailleurs. Enfin, bref. On m'informe dans l'oreillette qu'une news vient de tomber. Bernard Cazeneuve se prépare lui aussi. Quoi ? Je vous propose qu'on fasse une minute de silence pour analyser cette information. C'est vrai ? Ouais. On se retrouve sur ma chaîne. On se retrouve sur ma chaîne Twitch les prochains jours. Je vous expliquerai qui est Bernard Cazeneuve. Ce sera un bon début. Ce sera un bon début d'analyse. Je reviens. Ça fait doublon avec Hollande. Oui, là ça fait beaucoup là. Ça fait troublon avec Hollande et Glucksmann et tout. Enfin, bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je reviens sur la droite, autour de Bruno Retailleau. Là aussi, il y a du monde qui se presse au portillon, parce qu'on a Édouard Philippe plutôt bien placé dans les sondages. On a aussi Dominique de Villepin, dans une espèce de centre-droit, du retour du gaullisme, de l'humanisme, qui pourrait même éventuellement séduire des gens qui ont le cœur à gauche. On va en parler. Qu'est-ce que vous en pensez de cet espace politique sur lequel il y a du monde ? En réalité, j'aurais pu rajouter Xavier Bertrand, j'aurais pu rajouter Laurent Wauquiez, qui a sans doute pas perdu toute ambition présidentielle. Parce que certes, et Darmanin. Tu l'as dit, il y a eu un vote des militants assez large d'ailleurs de LR dimanche, mais les autres avaient un peu pré-shot le truc en disant bon, ça nous engage pas trop, donc bon, on verra bien ce qui se passera plus tard. Non, encore une fois, si dans les mois qui viennent, Retailleau il décolle pas dans les sondages, il y aura plein de gens pour dire en fait il faut changer de stratégie. Donc c'est pour ça que je pense que la pré-campagne que tu décris, effectivement, on est en pré-campagne, je pense que ça va être très long, je pense que ça va être très costonneux, on va être dans les sables mouvants de cette pré-campagne, ça va être très 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 long. Je pense que ça peut durer très très longtemps. Ah mais là on en a jusqu'à, je lisais un papier tout à l'heure mais janvier, février. Janvier, février, c'est les 500 signatures. Parce que je lisais un papier tout à l'heure c'était les indiscrétions de Libé là chez Paul, qui racontait qu'après le meeting de Bournazel pendant les municipales, Gabriel Attal et Édouard Philippe ont dîné ensemble et ils ont convenu l'un et l'autre que si l'un y allait, l'autre y allait pas. Bon, c'est un accord de gentleman. Et ils se sont donné une date. Il y en a un qui voulait plutôt février, l'autre janvier, mais qu'ils allaient. Voilà, ça va prendre un temps fou, quoi. Parce que les autres, ils sont en train de tester la force. Qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il prend pas. Je pense que Attal, ça va être très compliqué. Je pense que Philippe a plus de chance qu'Attal. Attal, il est encore un peu vert, on va dire. Est-ce que Dominique de Villepin peut faire quelque chose ? Est-ce que ça peut ressembler à quelque chose, sa candidature ? Est-ce que ça peut faire peur aux autres ? Est-ce qu'il en est capable ? Moi, j'ai beaucoup de mal à me faire une idée sur ce qu'est capable de faire Dominique de Villepin. Soit ça passe, soit ça casse. Très difficile de se faire une idée parce qu'en fait, il ne se raccroche à aucun bloc d'aujourd'hui. En fait, tu le mets dans l'espace de la droite et du centre. Et effectivement, Dominique de Villepin, c'est quelqu'un de centre-droit. Mais est-ce que ça ressemble vraiment à ce qui aujourd'hui est au centre-droit ? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, il pourrait plus, à mon avis, il inquiète une place à la Bayrou, l'électorat de... Oui, exactement. Il aurait une place à la Bayrou de troisième homme, quand voilà, un peu au milieu. Mais est-ce que ça fait plus de 15% ? C'est pas dit. Déjà plus de 7. Oui, voilà. Je pensais plutôt à ce genre d'étillage, Non, c'est en fait, à mon avis, il inquiète plus Glucksmann. Probablement, c'est possible. Oui, c'est vrai. Sur cet électorat-là, humaniste, très penché sur les questions internationales, très européen. De droite économiquement. Plutôt de droite économiquement, effectivement. Mais le cœur à gauche sur les valeurs, le cœur à gauche sur... Oui. Parce qu'on appelle la gauche, quoi. Donc voilà, Édouard Philippe. Plus quelqu'un qui est sur l'espace Cazeneuve, Hollande, Glucksmann que Attal Philippe, finalement. Est-ce que Jules, tu dirais qu'il essaye de faire du Mélanie, Bruno Retailleau ?
Ah bah oui, je pense que... Alors d'ailleurs, on lui a reproché, on lui a dit... parce qu'il y a une demande dans le patronat. Il y a une demande même chez les éditorialistes. Tu vois que Mélanie, il les regarde vraiment, il regarde ça en se disant « Waouh, c'est incroyable ce qu'elle arrive à faire ». Ça tourne un peu, mais oui. Oui, ça tourne un peu, notamment que depuis qu'elle a perdu son référendum sur la justice, qui était vraiment une reprise en main du système judiciaire, comme font tous les autoritaires quand ils arrivent au pouvoir. Ils essaient de mettre des bâtons dans les roues de l'indépendance de la justice. Et ça n'a pas pris, les Italiens n'ont pas suivi. Mais enfin, quand même, la solution autoritaire traditionnelle qui était plébiscitée par le patronat italien semblait avoir les faveurs de beaucoup de commentateurs en France. Bon, ça tourne un peu, mais notamment sur le truc de Retailleau qui a dit... alors, tu as parlé c'est pas des naturalisations, ce qu'il a fait ce qu'il va faire pour les travailleurs en Espagne. Beaucoup de travailleurs latinos, énormément, qui irriguent, viennent d'Amérique latine, voilà, qui irriguent l'économie espagnole, qui se porte très bien d'ailleurs. Et c'est pas des naturalisations, c'est des régularisations pour des permis de travail, pour que ce soit plus réglo, pour qu'ils payent des cotises. Enfin, ça va encore faire beaucoup de bien au modèle social espagnol. Mais évidemment, c'est un no-go pour Retailleau. Là où lui, il a serré la vis en France, en fait. Justement, les conditions sont de plus en plus compliquées pour la régularisation des travailleurs immigrés. Et c'est... Oui, j'ai un copain qui a fait le questionnaire la semaine dernière avec les 40 questions. Putain, c'est tendu. C'est tendu depuis Retailleau, depuis janvier. Pour la régularisation. Pour la nationalité, carrément. La naturalisation. Il ne faut pas nationaliser tout. Oui, la naturalisation. Et donc, Meloni, elle aussi, elle a régularisé plein de travailleurs parce que l'Italie est une économie avec beaucoup de vieux. Il y a besoin de beaucoup de services à la personne, c'est-à-dire des jeunes en forme qui peuvent soulever les vieux et les laver et tout. Et oui, mais les jeunes italiens, ils ont des études, ils font pas ça, donc il faut d'une main-d'œuvre immigrée. Les patrons en demandaient, y compris pour les vendanges, y compris pour plein de trucs. Et Meloni, elle a quand même. C'est-à-dire que voilà, il y a une impasse tu dis aux gens, moi ce sera non à l'immigration, mais t'as le patronat qui va dire non, si, quand même, à un moment. Donc là, par exemple, c'est aussi assez intenable pour Retailleau. Mais bon, après, l'électorat est peut-être pas au fait de ce genre de. Et lui, Retailleau, il n'avait pas condamné ce qu'a fait Meloni, par contre. On n'est pas à l'abri qu'il fasse pareil. Pendant cette course de petits chevaux pour l'élection présidentielle, il y a évidemment la suite du boulot gouvernemental. Mardi, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier des mesures contre la hausse des prix du carburant liés à la guerre au Moyen-Orient. On parle d'une réduction de 20 centimes d'euros par litre pour les professionnels, notamment les pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs, ainsi que les travailleurs modestes qui roulent beaucoup. Ça concerne près de 3 millions de Français qui travaillent. Est-ce que vous pensez que le gouvernement craint plus que tout un mouvement de protestation de type gilet jaune à un an de la présidentielle, et alors que l'avenir est plus que jamais incertain? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le gouvernement, il craint n'importe quel mouvement social à un moment où il a peu ou pas de marge de manœuvre, où il est très faible, parlementairement parlant. Évidemment qu'il craint tout ça. Ça, c'est une évidence de n'importe quel gouvernement, et sans doute encore plus de celui-ci. Maintenant, il suffit pas que les prix à la pompe montent pour faire les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est beaucoup plus d'ingrédients que ça. Il y avait des trucs qui montaient dans le pays sur les 80 km/h, sur d'autres choses comme ça, sur la personnalité sans doute aussi d'Emmanuel Macron qu'on était en train de découvrir. Bien sûr. Donc on est quelques mois après Benalla. Ça nous paraît loin, et c'est loin, mais c'était cette époque-là. Il traitait Macron de dictateur, et Macron avait l'image de président des riches. Tout ça, c'était arrivé en très peu de temps. Les gilets jaunes, c'était au fond un mouvement social du nouveau monde pour le nouveau monde, en fait. Il y a un autre truc aussi que je trouve intéressant, c'est que le mouvement des gilets jaunes a été cristallisé autour de la taxe carbone, qui est une décision politique. Alors que là, l'augmentation du prix du carburant, tout le monde se rend bien compte que c'est lié à un espèce de truc qu'on maîtrise pas, une espèce de guerre déclenchée par un dégénéré. Enfin, tu vois, il y a un côté, on subit les conséquences d'un truc que personne n'a vraiment voulu. Alors que les gilets jaunes, c'était pas ça. Est-ce que ça explique du coup Oui, en partie, oui. Ça explique l'absence de mouvement social particulier? En partie, mais je pense aussi que ça fait un petit moment qu'on est dans une lassitude aussi par rapport aux mouvements sociaux, parce que il y a eu une répression, mais pendant ces 9 dernières années sous Macron, mais terrible. Les tirs de LBD, les choses comme ça, ça a traumatisé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus envie de prendre de risques, alors même quand on passe pas forcément par la rue, qu'on passe par d'autres processus. Moi, je me souviens encore de tous ces consultations citoyennes où, en fait, le grand débat. fois, le gouvernement
fait mine d'écouter et derrière, il n'y a rien. Donc J'écoute, je pense que... mais je tiens pas compte. Voilà. Donc je pense qu'il y a une fatigue militante, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte aussi que on a beau protester, on a beau revendiquer nos droits, notre colère, ça ne fait pas mouche, ça ne prend pas. Donc c'est à la fois inutile, dangereux, et ça sert sans doute à rien parce que c'est biento la fin. Je crois qu'il y a un truc comme ça aussi. C'est intéressant en ce mode, que tu dis. Allez, il n'y a plus que... Mais la fin va peut-être pas vous plaire. Mais je veux dire, moi, je suis d'accord avec toi sur le côté fin de cycle. On n'est pas motivé à se battre contre un pouvoir qui, de toutes les façons, va rendre les clés dans un an. Exact. Alors c'est le moment où il est faible qu'il faut attaquer. Alors, bon. C'est ce que je pense aussi, Oui. mais... Disons que la gauche, pour reparler d'elle, elle aurait bien besoin d'un mouvement qui la soutient et qui la porte à un moment où elle est faible dans les sondages à un point terrifiant. Et je vois dans le chat, les pétitions ne servent à rien non plus. C'est vrai, en fait, il n'y a plus d'échappatoire démocratique. Non, tout est en pause jusqu'à la présidentielle pour tout le monde, en fait. Mais y compris, je pense, pour les gens qui se disent c'est la fin, c'est bientôt fini, quoi. Un an, c'est quoi? On a eu 10 ans de Macron, là, un an. Et quand bien même, de toutes les façons, Sébastien Lecornu, il est complètement empêtré dans une impuissance terrifiante. Sa majorité, qui n'en est même pas une, est complètement divisée, se met sur la tronche. Ils avalent des couleuvres les unes après les autres. Ils sont pas d'accord les uns avec les autres. On en parlera tout à l'heure avec notre invité politique, Erwan Balanant du Modem. Le programme est formidable. Bah ouais, non, mais ça va être génial. Et le reste du Parlement est toujours un bouton de la censure si jamais ils le sentent. À mon avis, ils le sentent pas. Mais surtout le RN a dit que la censure était plus automatique. C'est ça en fait qui change un peu la donne quand même. Depuis Quentin de Ranc. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une attente, on est dans une année d'attente, une année dans laquelle le gouvernement va probablement devoir prendre des décisions difficiles si jamais on continue à avoir des problèmes d'approvisionnement énergétique, et dans lequel le gouvernement est plus que jamais bloqué. À mon avis, le budget 2027. Encore un budget, c'est ça, le budget 2027. En fait, habituellement, le dernier budget, c'est un budget qui n'est pas très politique pour une raison très simple, c'est que tout le monde est dans l'attente de la présidentielle et que le prochain président et sa prochaine majorité prendra des vraies décisions à partir de l'été et tout. Donc en fait, on perd pas trop de temps à se mettre sur la gueule sur le tout dernier budget de l'année. Ça, c'est en état normal des choses. Mais là, à mon avis, compte tenu de l'évolution de l'économie et des perspectives macroéconomiques, il va quand même falloir prendre des décisions douloureuses dans le budget 2027, alors qu'on sera en pleine campagne présidentielle. Et qui pour les endosser? Ça, c'est la question. Et douloureuse pour qui? Et douloureuse pour qui? Oui. Et douloureuse pour qui? Oui, en tout cas compliqué politiquement à prendre comme décision, quoi. There's no harm. Thank you very much, Bobby, please. Thank you, Mr. President. Tu reconnais ces visages? C'est Donald Trump, le président américain, et Robert Kennedy Jr., le ministre de la Santé américain. Ces gens-là, ils sont à la tête de la première puissance mondiale. Et pourtant, ils ont dit des dingueries sur les vaccins. Trump, il a dit qu'on vaccinait trop les bébés. Kennedy, il a insinué qu'il y avait un lien entre les vaccins et l'autisme. C'est une théorie complètement débunkée par la science. Le problème, c'est que quand des responsables politiques diffusent des fausses infos sur un sujet aussi important, ça a des conséquences très concrètes. La confiance baisse, les gens se vaccinent moins, et des maladies qu'on pensait contrôler, comme la rougeole par exemple, refont leur apparition. Et c'est précisément pour éviter ça que la recherche indépendante est essentielle. La science doit rester au service de la société et ne doit pas être dictée par des pouvoirs politiques. Si je te parle de ça, c'est parce que du 27 avril au 3 mai, c'est la semaine de la vaccination. Cette avancée scientifique qui a sauvé 154 millions de vies au cours des 50 dernières années. À cette occasion, Baxit s'associe à l'Institut Pasteur, cette fondation qui travaille depuis plus d'un siècle sur les maladies infectieuses et sur les vaccins. Et comme on est tous concernés par le sujet, n'attends pas pour t'informer sur comment ça marche, pourquoi c'est essentiel et démêler le vrai du faux. On te met un lien en description. On voulait parler aussi de Vincent Bolloré qui s'en prend aux éditions Grasset. Autre actu, la semaine dernière, le PDG de la maison d'édition qui s'appelle Olivier Nora a été limogé par Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Hachette, dont Grasset fait partie. C'est un coup de tonnerre pour les éditeurs et les écrivains. Moins de 48 heures après l'annonce, 115 écrivains ont publié une lettre ouverte pour dénoncer, je cite, une atteinte inacceptable à l'indépendance éditoriale, et ils ont décidé de claquer la porte. Usul, est-ce qu'on est encore surpris des manœuvres de Bolloré ? Moi, alors, vous allez voir, j'en parle, on développe là-dessus dimanche, mais moi, j'en ai plein le cul de ces auteurs-là. Non, mais franchement, qui se réveillent au dernier moment, après que Bolloré ait saccagé l'Afrique, ait saccagé tout un tas de secteurs de l'économie, et saccagé la presse, et saccagé le champ politique, et ils se réveillent derrière parce que on a viré Olivier Nora, qui était leur éditeur. Oh, bah, ils l'aimaient bien, parce que vous savez, les éditeurs, ça accompagne les auteurs, et nous, on le connaissait depuis longtemps, il était là chez Grasset depuis très longtemps, et puis, là, vraiment, qu'on touche à la littérature, là, non, hein.
Ça m'énerve, ça m'a énervé, je suis devenu fou de ce truc-là. Et je me suis dit, mais quel culot, quoi. Vous êtes vraiment le centre du monde, vous. Hein. Vraiment. C'est pareil qu'à l'époque du JDD, tu leur dis chais. Non, parce que l'époque du JDD, il y avait une lutte sociale, collective, machin. Parce que moi, j'ai jamais dit chais à l'époque du JDD, c'est Mélenchon qui lui avait dit. C'est Mélenchon qui lui avait dit chais. Voilà, lui, il avait beaucoup plus tôt que moi. Mais là, il y avait une. C'est pas les mêmes personnes, hein. Pardon, excuse-moi, je t'ai confondu, excuse-moi. Non, moi je soutenais le JDD, je soutiens la presse en lutte. Au même moment, t'as un plan social à Prisma Media, parce qu'il y a une reprise en main, y compris de la presse magazine par Bolloré. Il est en train de tout saccager, c'est-à-dire la Prisma Media, c'est la presse magazine, c'est Femmes Actuelles, c'est National Geographic, il me semble aussi, un certain nombre de trucs, mais des plans sociaux où ça a été annoncé dans une violence, les gens ont pleuré, littéralement, parce que tout va être saccagé. Et ça n'a parlé que de Grasset pendant 3 jours dans les médias, parce que là, c'est le petit monde littéraire, et on ne touche pas à la grande littérature, et de je sais pas quoi. Quand ça touche les autres, c'est Et bon, alors, quoi. ils sont là à réfléchir, attendez, parce que du coup, mon bouquin, il est dans le fond Grasset, c'est-à-dire que j'ai édité un bouquin chez Grasset il y a longtemps, donc du coup il est dans le fond. Je voudrais plus que Bolloré puisse exploiter mon bouquin, donc ils cherchent des moyens de sortir leur bouquin du fond Grasset. Je dis mais les cocos, ça fait 3 ans qu'il a racheté Grasset, 3 ans, hein. Jusque-là, ça allait, parce qu'il n'avait pas viré votre copain Olivier Nora. Voilà. Alors, Bolloré a répondu dans le JDD. C'est très rare. Normalement, Bolloré, il n'écrit pas lui-même. Il a pris la plume et il leur a bien dit d'aller se faire foutre aux auteurs. Il a pris la peine de leur dire. Ah ouais, il leur a dit votre Olivier Nora, il coûtait très cher. Il a balancé le salaire d'Olivier Nora. Il avait déjà fait ça. Rien à foutre. Ouais, ça, c'est des méthodes. C'est Bolloré. Et il a dit votre petit clan de. Et là, j'étais là. Il n'y a pas tort. Là, c'est la première fois où je me suis dit tiens, Bolloré, là, il tape juste, là. C'est vrai que c'est une petite clique qui. Mais voilà, vous avez rien fait jusque-là. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, la stratégie contre Bolloré, ça a été de rien faire, de faire le dos rond et de se dire si on bouge pas, il nous arrivera rien. Et Bolloré va continuer à mettre du pognon dans notre truc et ça se passera bien. Et là, bam, là, ça tombe par terre. Le cinéma fait encore ça, hein. Tout le petit monde du cinéma, vous ne trouverez pas pour avoir un mot plus haut que l'autre contre Bolloré, précisément parce qu'ils sont toujours sur cette stratégie. Si on bouge pas, il nous fera rien. Et Bolloré commence, ça c'est pas toujours raconté, mais Bolloré commence à changer un petit peu ses financements du cinéma, il commence à financer des trucs un petit peu plus catho-tradis que Canal n'aurait jamais financé il y a 10 ans. C'est en train de bouger, y compris dans le monde du cinéma, mais pour l'instant, s'il bouge pas, ça va. Namo, il s'est passé quoi chez Prisma Media ? Justement, il y a eu tous ces, comme tu disais, des plans sociaux. Et en fait, il y a cette vampirisation, j'ai l'impression, de la presse par Bolloré. Et on est vraiment face à voilà. C'est terrible. Vampirisation. Et parce en que fait, c'est quoi Prisma Media ? Prisma Media, en fait, ça regroupe plusieurs médias de presse écrite. Okay. Donc, on va avoir, comme tu disais, Femme Actuelle. Et en fait, ça va être tout ce qu'on va retrouver dans les kiosques, tout ça. Et je parlais un peu plus tôt, quand on parlait des livres, des relais qui appartiennent aussi à Bolloré, et donc où il va y avoir une mise en avant, par exemple, de beaucoup plus de la presse plutôt extrême droite, tendance, valeurs actuelles. C'est pas lui, valeurs actuelles, mais oui, Challenge, oui, mais voilà, tout est JD mis News, en avant, JD News. Et donc, il y a vraiment des lignes éditoriales qui shiftent vers l'extrême droite, vers des sujets identitaires. Et voilà, quand on a des coupes budgétaires, on a des journalistes qui, du coup, font grève et qui aussi décident de claquer la porte parce que ils ont des convictions, des valeurs qui ne sont plus respectées. Okay. Et on va pas se mentir, tout le secteur de la presse est de toute façon affecté par une crise il y a une baisse de vente de papier à proprement parler. Ouais. Parce que, et notamment la presse quotidienne régionale, qui se retrouve avec à la fois une baisse de vente, elle devrait faire la transition numérique pour celles et ceux qui l'ont pas encore fait, ça coûte des sous. Donc en gros, ils doivent bouger de modèle. Voilà, ils doivent bouger de modèle au moment où ils sont en difficulté, ils sont à la bourre, ils l'avaient pas fait. Donc tout le secteur est en crise, il y a des licenciements un petit peu partout, pas seulement chez Bolloré. Non. Mais ouais, ça chie des bulles.
Rachel ? Pour quand même rebondir sur ce que disait Usul sur Grasset, où effectivement je suis assez d'accord. Moi j'ai vu récemment une amie éditrice qui connaît bien ce monde-là et qui me dit ils sont bien gentils, mais voilà, effectivement, ça fait 3 ans, ils y sont restés, ils n'ont rien fait. Et même la tribune de base, elle n'est pas ultra politique non plus. Et puis en plus, je trouve qu'il y a quelque chose de très français, quoi. Il y a quand même quelque chose... le livre. Voilà, le livre, ça fait la une des journaux, c'est assez impressionnant. Et puis, ils se prennent pas pour de la merde. Hein. J'ai pu voir quelques captures d'écran de la fameuse conversation WhatsApp entre tous les auteurs. Ça dit que c'est le nouveau serment du jeu de paume. C'est la liberté qu'on assassine. C'est quelque chose. Je mettrais quand même un gros « mais » en me disant « oui, c'est trop tard, oui, c'est bien peu ». Mais ça arrive. Mais bienvenue. Mais voilà, et moi je suis assez marqué par le fait que dans la liste de tous ces auteurs, il y a des gens qui sont très à gauche et des gens qui sont quand même... Ils sont pas beaucoup ceux qui sont très à gauche. Chez Grasset, ils sont pas beaucoup, mais et ça va jusqu'à des gens qui sont quand même très franchement à droite. Et je me dis que même si, encore une fois, avec tous les bémols qu'a mis Usul, ça veut dire qu'il y a un moment donné où les gens malgré tout se réveillent face à l'extrême droite, et je veux aussi retenir un peu ce positif-là. Et moi, il y a un truc, je veux dire pourquoi ça m'a énervé. Bon, c'est dans le Rhino de dimanche, mais moi, j'ai entendu une phrase parce qu'évidemment, il y a eu un plateau de France Culture chez Guillaume Erner où ils ont invité, voilà, notamment. Ils sont en spécial depuis 15 jours. Hein. Notamment la journaliste qui a monté cette fronde, qui a contacté tous les auteurs. Colombe Schneck, c'était pas si facile que ça parce qu'en effet, comme tu le disais, à Grasset, il y a des gens de gauche, il y a Virginie Despentes, etc. Mais il y a aussi Caroline Fourest, Richard Malka, toute la bande du Printemps républicain, BHL, etc. Donc c'était compliqué de faire ça. Elle l'a fait. Et puis là, chez Guillaume Erner, elle a dit une phrase, et moi j'étais là, j'ai explosé. Elle a fait non, mais oui, c'est vrai, il a fait des dégâts dans la presse et tout, mais un journaliste, un chroniqueur, ça se remplace, je veux dire. C'est pas toujours facile. Après, elle se reprend, elle fait c'est pas toujours facile, je veux dire. Mais un auteur, ça se remplace pas. Et là, j'étais là, mais s'ils pensent déjà ça des journalistes, imaginez ce qu'ils pensent des ouvriers, imaginez ce qu'ils pensent d'un instituteur, de tous les autres. Et elle a été journaliste en plus. On est tous remplaçables, sauf eux. Eux, ils sont irremplaçables. Eh ben, niquez-vous. Voilà. Voilà, non, c'est assez flippant parce que ça interroge sur l'espace médiatique dans lequel va se dérouler la prochaine présidentielle. C'est qu'en fait, les dégâts de Bolloré sont déjà... espace médiatique, ça me paraît un peu suranné comme terme pour parler de notre espace médiatique. Enfin, c'est une catastrophe. On pourrait parler longuement de l'espace Internet qui lui-même est... Mais ça fait partie de l'espace médiatique. Ça fait partie de l'espace médiatique. Nous, on va faire notre part du travail et on va continuer à faire l'émission de Backseat aussi longtemps que vous nous soutiendrez pour la faire, évidemment. Mais pour ce qui est du reste du champ politique, quel enfer. Non, c'est l'enfer. Je tiens beaucoup à cette question démocratique quand même. La démocratie, c'est pas juste voter, c'est des conditions d'exercice, la démocratie. Absolument. Et c'est l'éducation, c'est des médias libres, nombreux qui disent des choses différentes. Et ça recule à vitesse grand V. Je parlais là quand on parlait de bloc et parti tout à l'heure de l'épisode d'aujourd'hui sur le fait qu'il y a de moins en moins de communes où il y a 2 listes, où il y a une opposition. Mais moi, j'ai travaillé longtemps en PQR et j'ai vu la PQR reculer de plus en plus, qui va de moins en moins dans des petites communes. Et en fait, moi j'ai toujours pensé, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis journaliste maintenant, en fait, sont liés ces 2 destins-là. L'état de la presse, c'est le miroir de l'état de la démocratie, de notre vie politique, et vice-versa. Et vraiment, ça fait peur à voir. Et après, il ne faut pas qu'on fasse non plus comme les auteurs Grasset. Non, bien sûr. On est irremplaçable, on est indispensable. Enfin, il faut qu'il y ait un écosystème. Il y a des nouveaux acteurs. Et moi, techniquement, je suis irremplaçable, mais les autres, je comprends. Alors, la PQR, c'est la presse quotidienne régionale. Je vois qu'il y en a qui demandent dans le chat. Il y a une donnée qui est intéressante, c'est qu'en effet, là où la presse quotidienne régionale recule, c'est là où le RN avance, c'est-à-dire moins tu as l'impression, tu politises les enjeux locaux, que ce soit un pont, que ce soit l'école, que ce soit les classes de neige pour les petits, et voilà, moins il y a une presse locale, plus les gens ils regardent la télé et ils politisent pas ce qu'il y a autour d'eux. Et puis quand le journal local s'en va, souvent il n'y a pas de concurrence. Donc en fait, il n'y a plus de journal local. Et ça, on peut se retrouver bientôt dans vraiment une catastrophe de ce point de vue-là. On l'a vu aux États-Unis. Bien sûr, ça existe aux États-unis. Il y a des régions qui n'ont plus de journaux d'information. Du coup, ça disparaît, quoi. Non, mais on va faire notre partie du boulot, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour doomer. Oui, c'est pour ça que c'est bien de Backseat, là. Il faut soutenir Backseat. Il faut soutenir, Merci beaucoup, c'est très sympa.